Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandiera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre avec le camarade Igor à la technique pour un panorama actu qui voit la présence fort sympathique dans nos studios de Monsieur PGL. Bonsoir. Du camarade Pierre Le Vigan. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et de notre ami Maurice Gendre. Bonsoir. Voilà. Alors, un panorama actu de rentrée qui s'impose, vu la richesse ou la pauvreté d'ailleurs hein, de ce qui s'est... Les vacances sont bien terminées. Voilà. On a commencé à comprendre déjà. Les vacances sont bien terminées. Ouais. Nous avions fait un précédent panorama actu au mois de juillet qui avait ouvert un petit peu les constats et les premières analyses sur la Hollandie naissante. La France normale, on avait bienvenue en France normale, c'est comme ça qu'on avait amorcé le sujet de ce panorama actu précédent. Celui-ci, nous l'avons titré Septembre Noir. Alors ce n'est pas un clin d'œil, quoique, à un groupe terroriste oui, d'une certaine époque. Tragique du début des années 70, voilà. Dont se souviennent les plus anciens auditeurs, mais bon, on est en quelque sorte au retour d'une normalité de rentrée. Voilà, avec le cachet particulier de cette année qui se profile. Voilà. Mais bien plus, un mois de septembre qui s'assombrit énormément pour notre chère patrie, la France, pour l'Europe plus généralement. On va en parler également. Et les orages qui sévissent sur plusieurs parties du monde et qui ne vont pas échapper à nos analyses dans une troisième partie. Alors, nous attaquons ce panorama actu avec un premier constat d'une France de rentrée qui pose genou à terre sous l'avalanche de mesures draconiennes, drastiques et négatives de la part d'un gouvernement. On peut dire que le changement, c'est maintenant, et le changement, c'est que ça ne rigole plus du tout. Alors, l'été a été finalement très bénéfique au gouvernement de M. Hérault, chapeauté par M. Hollande, puisque ça leur a permis, en forme de suppositoire, de faire passer tout un tas de mesures, notamment, on en parlait en micro avant d'attaquer ce panorama actu, toutes les hausses dont on va un peu égrener hélas, la litanie, longue litanie, et puis plus choquant, des milliers, voire peut-être même plus qu'une dizaine de milliers de licenciements lourds dans des entreprises qui ne passent pas inaperçues, avec des fleurons qui sont touchés, et là-dessus, une incapacité, je dirais même une hébétude complète du gouvernement et de la classe politique sur ces sujets. On m'a rapporté un vent de panique à l'Élysée, véritablement, sur l'ampleur de la crise. Il faut vraiment être un flanc pour découvrir ça maintenant. Il faut vraiment avoir été un gros flanc, ou en tout cas un renard pour s'être fait élire en disant que ça allait changer, tout en connaissant malheureusement les accentuations ténébreuses de cette rentrée. Alors, premier point, on va commencer avec toi, Maurice. Quelques chiffres sanglants sur justement les hausses, les coupes, les gifles fiscales et tout un tas de choses qui passent en ce moment, qui sont passées d'ailleurs en partie cet été. Ouais. Bon, déjà on peut craindre, c'est une quasi-certitude maintenant, une hausse de la CSG, une hausse du tabac prévue pour le 1er octobre. À hauteur de 6%, je crois. 60 centimes sur un 7% au niveau de la hausse du gaz. C'est GDF Suez qui l'a annoncé. Voilà, bon, ça c'est... l'électricité à venir aussi. L'électricité, ça va venir. Un nouveau barème d'indexation qui, à mon avis, va être défavorable. On annonce déjà que les mesurettes qui avaient été prises pour la limitation de la hausse du carburant les mesurettes sont déjà caduques. Oui, ça sont déjà dépassées. C'est vraiment apparenté, ça, un sparadrap sur une plaie béante. Voilà, sur une plaie béante. Ouais. Ils ne veulent pas agir sur la TIPP. Ils ne veulent pas organiser. Pour nos auditeurs, la TIPP, parce que c'est la important. Taxe, on pourrait appeler ça la taxe flottante, taxe sur les produits pétroliers. Voilà. La taxation sur les produits pétroliers. Et ils ne veulent évidemment pas entendre parler d'une taxation vraiment forte et conséquente sur les grandes compagnies pétrolières. Donc voilà, on fait de l'amusement, quoi.
On est complètement, effectivement, dans cet amusement. Est-ce que ça valide, et là je m'adresse à vous trois, est-ce que ça valide pleinement les analyses, y compris celles internes au PS dans la bataille des primaires, sur le caractère fâcheux de l'indécision crasse de Hollande? Alors, on disait qu'il lui fallait 80 conseillers pour prendre une décision. Oui, c'est totalement ça. Puis bon, il a mis quelqu'un à Matignon qui est à son image. Ah oui, ça, qui est à peu près aussi transparent, qui a à peu près aussi peu d'envergure que lui. On a le directeur des études et le maître d'école, Voilà. mais dans le comme dans le mauvais sens du terme. Comme une parabole définitive et qui finit de conclure tout ça, on trouve Harlem Désir à la tête du PS désormais. C'est-à-dire un repris de justice, condamné pour emploi fictif et recel d'abus de biens sociaux, qui avait comme concurrent principal un homme qui a pris du sursis dans le scandale de l'AMNEF. Voilà, on se retrouve avec des personnages... Du joli petit monde, d'un joli petit monde. Racistes, en plus, tout s'est passé dans une grande transparence démocratique, dans les couloirs du PS et dans les restaurants d'en face. Des petites combines de Solferino dont on a l'habitude. Voilà, c'est déplorable. Et on se retrouve avec un personnage aussi minable, il n'y a pas d'autre mot, que Harlem Désir à la tête du Parti Socialiste. Voilà. Finalement, c'est la parabole définitive de tout ça, quoi. Donc, en fait, cette parenthèse amusante du changement, c'est maintenant, et de cette espèce de sourire béat que les vacanciers qui avaient bien voté pouvaient porter en partant vers les plages du sud de la France, ça a duré 3 mois. Hein. Ouais. C'est peut-être le plus court moment de grâce d'un président. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à la presse généraliste. Je crois que déjà dès fin août ou début septembre, il y avait certains magazines comme Le Point ou L'Express, un des deux qui titrait les cocus de la gauche. Déjà. Puis même Marianne et d'autres se lâchent. C'est assez, Pierre, ça va très vite. Oui, ce qui est clair, c'est que il n'y a pas eu aux dernières élections présidentielles et législatives de véritables poussées à gauche, comme il y a pu en avoir en 36 ou même en 80, même si c'était pas un raz-de-marée. Non, il y a eu simplement un rejet très fort, y compris d'un électorat, lui pas du tout à gauche, mais l'électorat notamment de droite nationale, un rejet très fort de Sarkozy. Alors il se trouve qu'effectivement, comme le moyen d'éliminer Sarkozy, c'était incontestablement François Hollande qui était, comme disent les politiciens, en situation, et bien effectivement, François Hollande l'a emporté avec 51,5% des voix. Donc un score effectivement assez honorable, mais effectivement dont il ne savait pas quoi faire réellement. Évidemment, il y a un autre style. Le bougisme de Sarkozy, c'est fini. Alors, on est passé à la nonchalance. Sauf que l'époque a des enjeux tels que ni l'agitation d'animateurs télévision de Sarkozy n'était une réponse, ni la nonchalance et l'esprit sieste prolongée de François Hollande ne sont une solution. Hein. Alors, effectivement... dans ce contexte, ce qu'évoquait Maurice, l'accession choisie par l'Élysée d'Harlem Désir à la tête du PS, c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. Et puis, aussi antipathique que soit par exemple Jean-François Copé, il faut quand même reconnaître qu'il a une envergure intellectuelle supérieure à Harlem Désir, incontestablement. Donc effectivement... la déception arrive très vite. Il est évident que pour tous les gens lucides, il y avait rien d'autre à attendre de François Hollande. Il nous avait tout donné, si je puis dire, le soir de l'élection, à savoir qu'il était élu et donc Sarkozy était battu, c'est tout. À partir de là, la déception commençait. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les médias ont dans un premier temps tenté de faire durer la lune de miel. Hein. On entendait encore, et même il y a une petite dizaine de jours, pratiquement des excuses de début de mandat. Hein. Oui, mais il faut lui laisser le temps. Des journalistes prenant en fait les causes pour. Depuis une semaine, on voit ces mêmes médias, y compris et surtout de gauche, commencer à dire des choses assez amusantes du genre « Oui, mais Sarkozy avait tort dans la forme, mais peut-être pas sur tous les sujets de fond. »
notamment après les épisodes de Marseille sur la sécurité. La une de l'Express ou du Point, en fait, il avait également tort sur le fond, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'a rien fait. Mais l'épisode de Marseille est emblématique, je rappelle à nos auditeurs, une série de passes d'armes sanglantes et à la Kalachnikov. À la Kalachnikov qui ont fait, je crois, depuis le début de l'année, une vingtaine de morts, dans des règlements de compte, des quartiers entiers laissés aux gangs. Rappelez-vous, chers auditeurs, ces fameux parkings qu'Eiffage ne peut plus exploiter et dont les gangs tiennent la barrière. Et c'est 5 € pour la journée. Et puis c'est eux qui engrangent depuis, je crois, pratiquement 2 ans pour certains parkings. Napolitanisation, si je puis dire, de villes du sud de la France. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est Camoraisation. Voilà. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'effectivement, finalement, le changement a bien eu lieu. C'est-à-dire que François Hollande et son gouvernement ont libéré des énergies, chez nos amis roms. On observe une recrudescence des cambriolages à tout va, une énergie dans nos chères chances pour la France de banlieue qui redouble d'agressivité. Effectivement, là, s'il y a eu un changement, c'est peut-être un ouf de soulagement de tous ces braves gens qui se sont dit, tiens, les taux se desserrent, on va faire la fête. Et c'est effectivement ce qui se produit, hélas, un peu partout, pas qu'à Marseille. Il ne faut pas stigmatiser non plus Marseille. C'est vrai que c'est violent et dense, mais on peut citer pas mal d'autres grandes villes qui subissent... ce qui s'était passé à Amiens, tout exactement. simplement. On peut penser à l'agglomération lilloise, à Grenoble, à Chambéry, on peut penser à Lyon, on peut penser à Toulouse. C'est très tendu et très souvent tendu dans la région à cause du trafic de drogue. La mandature Sarkozy n'avait pas de quoi pavoiser dans le domaine également, parce que Guéant et ses rodomontades nous amusaient beaucoup, mais il faut se rappeler de Grenoble et de Villiers-le-Bel, tout simplement. Oui, par exemple. Mais je suis quand même, moi, très étonné, pour revenir à ce que nous disions sur le pouvoir médiatique, qu'il ait lâché son poulain aussitôt, aussi vite. Voilà. C'est la vieille règle, on lâche, on lynche. Oui, on voulait essayer de rester fidèle le plus longtemps possible à la sacro-sainte règle des. Est-ce qu'il y a une patente sur cette règle des 3 L Non. Mais Maurice, écoute, on va te la laisser quand même en paternité, mais elle est très bonne. Elle n'est pas de toi, d'accord, ok. Oui, alors oui. On a voulu essayer de respecter le sacro-sainte période traditionnelle de l'état de grâce, tant bien que mal, et je crois que c'est vrai que Hollande est sûrement un des présidents qui a été un petit peu le plus juste par rapport à ça. On dit, beaucoup de médias ont frisé. Ce qui est le plus incroyable là-dedans, c'est qu'il se retrouve dans une situation qui est encore plus favorable que celle de Mitterrand en 81. C'est-à-dire qu'il a absolument tout. Il a l'Élysée, il a Matignon, il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a, je crois, 21 régions sur 22, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 21 régions sur 22. La majorité des départements. La majorité des départements, et la majorité des grandes villes de France. Des municipalités, des grandes villes de France. Le monde médiatique se déclare à 80% de gauche, plus spécifiquement socialiste. Les syndicats ont appelé à voter pour lui. On a le monde artistique, ce qu'on appelle de façon très exagérée le monde médiatico-intellectuel ou médiatico-mondain, qui est généralement souvent derrière le PS. Une grande partie des officines et des associations soutient la gauche, et plus particulièrement le PS. Donc on n'a jamais vu un tel soutien, entre guillemets, de tout ce qui s'appelle, on va dire, le pouvoir au sens le plus large du terme. Là, c'est vrai qu'il avait tout. En tout cas, il a tous les leviers, mais il ne fait rien. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une... Oui, Pierre ? Oui, alors, l'une des choses intéressantes, c'est la situation intenable d'Arnaud Montebourg. Il est évident que, par définition, la démondialisation est incompatible avec la mondialisation. Enfin, c'est quand même une tautologie. À partir du moment où la tendance Hollande au PS, et 90% du PS est depuis 30 ans sur si ce n'est plus libre-échangiste et social-libéral, et donc mondialiste, il est bien évident que la démondialisation ne peut pas être une composante du mondialisme. Enfin bon, il faut quand même rappeler le titre de une cure d'amaigrissement ne peut pas être un élément d'un processus de grossissement, en d'autres termes. Voilà, parce qu'il faut rappeler où se trouve Montebourg, parce que son ministère vaut un pesant de cacahuètes quand même. Ministère du redressement productif.
Oui. Bon, avec Aulnay, moins 6000, je ne sais pas ce qu'il redresse en productivité. Ce qui est fabuleux d'ailleurs. Il est évident que ça sera totalement intenable. D'ailleurs, on voyait il y a quelque temps sur une chaîne de télévision un reportage assez bien fait où on suivait un des préfets ou sous-préfets, les fameux commissaires régionaux, je crois que c'est au niveau régional, c'est Esprit 1945-1946, les commissaires de la République, les commissaires au redressement productif. Et on voyait un homme visiblement un brave monsieur ayant de la bouteille, parce qu'en général c'est pas des gens très jeunes qu'on met là-dedans, qui essayait d'arrondir les angles entre un patron d'entreprise à qui la banque avait refusé ses crédits et qui allait être obligé de mettre sur le carreau, ce qui ne le réjouissait visiblement pas du tout, ces 20 ou 30 gars, et puis le banquier qui était sur un niet très clair. Et donc, que faisait ce commissaire ? Il passait des coups de fil, mais il pouvait faire que ça. Donc c'était assez pathétique. On se rend bien compte que c'est effectivement ça, le redressement productif, c'est un sparadrap. La banque commande. D'ailleurs, il y a déjà un premier scandale autour de ce ministère, c'est l'affaire de la BPI, la Banque publique d'investissement, dont la banque Lazare, dont Mathieu Pigasse est un des membres, va être mandaté comme conseiller. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cette banque qui est censée renouveler les pratiques bancaires, en fait, son schéma est élaboré par les banquiers les plus traditionnels. C'est-à-dire que cette banque publique d'investissement va être aussi peu au service de l'industrie que ne l'étaient les banques depuis 40 ans. C'est bien évident. Enfin, on navigue plus que jamais entre simulacre et imposture. Voilà. Et je crois que là, ça résume une bonne partie des actions de ce gouvernement. Dans le même temps, on a le Crédit Immobilier de France sur le flanc. Ouais. En faillite. Ouais. C'est impressionnant. Et de plus, le Pigasse en question est patron des Inrecuptibles. Et les Inrecuptibles, c'est l'endroit où Madame Pulvar, compagne de Monsieur Montebourg, travaille. Oui, comme rédactrice en chef. chef. C'est un petit poste subalterne. Pas aux photocopies. Voilà. Conflit d'intérêt, vous avez dit conflit d'intérêt. Je ne sais pas. Selon le terme consacré, je crois. C'est ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Montebourg a essayé de se défausser, a dit que ça avait été fait dans son dos, il a accusé Moscovici d'en être le coupable, le responsable est coupable. Rue 89 a découvert qu'en fait il y avait eu une conversation privée quelques jours auparavant entre Pigasse et Montebourg. Donc voilà. Génial. C'est génial. C'est génial. Alors, dans la litanie que tu avais débutée, Maurice, malheureusement, il y a des trains de licenciement terribles. On a évoqué Aulnay, on est sur 6000, sur un chiffre de 6000 à l'heure actuelle, pour l'instant. On parle sans compter les emplois indirects. On parle aussi d'une usine Peugeot, me semble-t-il, du côté de l'Espagne, qui aurait de terribles problèmes également. En même temps, d'ailleurs, on se ferme le marché de l'Iran. Oui, alors ce qui est sublime, justement, c'est génial. Justement, j'allais y venir, c'était pour revenir sur le fameux ministère du redressement productif et sur Montebourg dont tu parlais. C'est-à-dire qu'il y a 3 dogmes intangibles qui ont clairement coulé PSA, Aulnay, et vont mettre sur le carreau les salariés de PSA. Premier, c'est le dogme de l'euro, puisqu'une partie des activités délocalisées de PSA sont en Europe, mais hors zone euro. Et certains ont calculé le coût de fabrication d'une voiture en Europe hors zone euro, il est bien moindre. Donc, le premier dogme intangible auquel il ne faut pas toucher et qui va coûter très cher aux salariés de PSA, c'est l'euro. Le second, c'est le libre-échangisme et on a vu l'accord prétendument bilatéral avec la Corée, sauf que la Corée a fermé son marché aux voitures européennes et aux voitures françaises, tandis que les voitures coréennes inondent le marché européen et le marché français. Et le troisième... Hyundai, qu'on prononce Hyundai. Voilà. C'est très chic dans les dîners en ville. Et évidemment, le troisième, c'est la mise en quarantaine de l'Iran. Peugeot vendait très bien. Peugeot vendait extrêmement bien. Je crois que c'était de l'ordre de 20% des exportations. C'est quand même extrêmement conséquent. Et on découvre que donc General Motors rentre dans le capital de Peugeot et fait partie d'une fondation qui s'appelle United Against Nuclear Iran, unis contre un Iran nucléaire, et donc demande la fin des exportations vers l'Iran. Voilà. Les 3 raisons qui qui seront responsables du chômage de ces salariés, c'est l'euro, le libre-échange et l'attaque en règle de l'Iran. Voilà.
3 dogmes intangibles auxquels ils ne s'attaqueront jamais. D'ailleurs, vous voyez, on se défausse sur la famille Peugeot. On dit ils n'ont pas fait certains investissements qu'ils auraient dû faire, ils ont manqué d'esprit stratégique, ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Mais c'est très insuffisant comme explication. On remonte pour la famille Peugeot, on va encore rechercher les vieilles histoires, hein, mon cher PGL, où on explique que Peugeot, voilà, c'est plus ou moins bien comporté. À une certaine époque. À une certaine époque. Ah ben non, ça aide. Sempiternellement, hein, on y revient toujours. Les plus verts de gris de notre histoire. Les heures les plus verts de gris de notre histoire. Mal aimanté. Que certains vont finir par regretter vu qu'on s'effondre. Donc on parlait du chômage, on parlait des gars d'Aulnay, mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a des centaines de PME qui sont tombées aussi cet été. On en parle moins, hein, on parle d'à peu près 10% de la masse des PME, et notamment des PME créées il y a moins de 2 ans. Donc véritablement, là aussi, il y a une chute dans la il y a encore des gens, moi je reste admiratif des gens qui aujourd'hui se lancent dans la création d'entreprises et de petites entreprises. Je les trouve admirables, d'autant que notre système est un des plus vérolés au monde pour monter une boîte. Hein. Vous n'avez pas encore commencé à la monter que déjà vous payez. Ça vous attend. Et puis alors, même quand on ferme, hein, j'ai un ami qui a dû fermer, on paye encore des mois après des organismes dont on ne connaît même pas le nom. Et effectivement, donc, des gens qui ont créé des activités il y a moins de 24 mois ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Depuis le mois de mai, je crois que c'est une... J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est une avalanche. Ce qui fait que le tissu le plus productif, finalement, il faut quand même savoir que c'est ce qui fait vivre la France. Hein. Les 800 000 PME de France, hein, c'est ce qui fait manger. C'est ces Français qu'on n'entend pas beaucoup, qui se lèvent tôt. Hein. C'est la pub, il y a une pub pour des téléphones là, qui est assez drôle. Où, pendant que vous êtes en train de regarder la télé, on entend un type sur sa charpente à 9h du soir. Ils sont là, hein, ils existent. C'est eux qui font bosser le monde. Et effectivement, eux aussi commencent à mettre de genoux à terre, commencent à pâtir du système avec un horizon extrêmement bouché. Puisque aucun des leviers ne fonctionne à l'heure actuelle. Et aucun des leviers n'est actionné d'ailleurs. Il n'y a même pas de tentative, je dirais, rigoriste. Ou est-ce qu'on y va d'ailleurs dans la rigueur? Est-ce qu'ils oseront à un moment la mettre en place? Alors ils n'osent pas employer les mots de rigueur et d'austérité. Ils emploient à la place effort et politique de sérieux. C'est véridique, hein, ce sont des éléments de langage qui sont employés pour ne pas utiliser les mots austérité et rigueur. Oui, je crois qu'Hérault a dit qu'il ne serait pas le ministre de la rigueur. Il ne voulait absolument pas être le Premier ministre de la rigueur. Donc faisons des efforts. Bon, faisons des efforts. Et alors, quand on ne sait pas dessiner, on va faire du collage. Et donc, ne sachant pas œuvrer pour le redressement de l'économie française, on nous propose à la place tout un tas de choses sur lesquelles on peut polémiquer à loisir. Hein. Le mariage gay. Alors, hors micro, Maurice, tu disais qu'ils abandonneraient le vote pour les étrangers. Le vote des étrangers, apparemment, c'est ce dont on discutait avec Pierre juste avant. Ils vont trouver un subterfuge constitutionnel très probablement pour que ça se casse la gueule. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, ils pourront dire, vous voyez, on a essayé de le faire, mais ça a échoué. Nous n'y sommes pour rien. Voilà. Alors, Taubira... Hein, ils savent sans doute que c'est beaucoup trop suicidaire là, sur un plan électoral. Christine Taubira, qui est, à mon avis, la figure de proue à tous les titres de ce gouvernement. Moi, je suis un grand fan. Je pense qu'il faut qu'on crée sur Facebook un fan club. Ouais, un Taubira's fan club, tu vois, un truc comme ça. Un Taubiraton. Franchement, besoin de faire un Taubiraton. Franchement, quand on sait ce qu'elle trimballe comme casserole depuis 30 ans de malversation, dont on avait déjà parlé, hein, ces appartements royalement prêtés par l'État qu'elle lâche pas, dans lesquels elle a mis sa famille. Ces condamnations au prud'homme. Ces imprécations indépendantistes guyanaises à tire-larigot en parlant de l'occupant, hein, quand elle parlait de la France il y a une quinzaine d'années, et puis alors son angélisme total vis-à-vis des multirécidivistes. Vraiment dans ce que la gauche caviar peut produire de pire, hein, on pensait presque que ça pourrait être relégué au magasin des oubliettes, mais non. Elle est là. C'est sorti par la porte, c'est revenu par la fenêtre. Bon, déjà, les peines planchées, ça y est, sont enterrées. Voilà. Donc on l'avait évoqué d'ailleurs. On l'avait dit. On avait dit les tribunaux correctionnels pour les mineurs. Bon, voilà. On va. Les centres d'éducation fermés. Que pourtant Hollande avait promis de conserver. même de développer. Donc c'est abandonné.
Enfin, en gros, la prison n'est pas une solution, y compris pour des gens qui en sont à leur 15e récidive. Alors, quelle est la solution à ce moment-là? On aimerait bien le savoir. Le bracelet électronique, les peines de substitution. Certains envisagent déjà que toute peine n'excédant pas 2 ans... fait à la maison. Voilà, sera fait à la maison. On peut faire des BTS par correspondance. Bientôt, on pourra. On a le BTS par correspondance. On aura la peine par correspondance. Il y avait déjà beaucoup de peines inférieures à 2 ans non exécutées. Bon, effectivement. Ça risque d'être généralisé, donc aucune valeur d'exemplarité, au nom soi-disant d'un travail éducatif qui de toute façon n'est pas fait non plus. Justement, venons-en à cette éducation nationale là, qui nous propose, rien moins que la suppression des notes, la morale laïque, avec... on sait ce qu'il va y avoir dans cet abominable tram de l'enfer de la morale. Ça va être le monde de bisounours. Oui, en tout cas, on a vu la rentrée. Elle était un peu frappante pour certains ces derniers jours. Et alors, on a cette réponse du réel qui toujours m'enchante, à savoir des enseignants qui prennent des beignes, c'est tragique pour eux, mais qui prennent des beignes par nos chers chérubins, soi-disant moralisés et plus dérangés par les notes. Et puis des parents qui d'ailleurs alors là, il y a carrément s'y une mettent mère maintenant. D'élèves qui a frappé un enseignant pour avoir mis un mot désobligeant dans le carnet de correspondance. En disant que l'élève se tenait mal. Voilà. Et en faisant un rappel aux parents en disant votre élève se tient mal à l'école, elle est venue, elle a mis une baigne à l'enseignante qui a perdu quelques dents et une partie de son pif. Voilà. Non, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que mettre peut mieux faire sur un carnet de correspondance, c'est insultant. Peut mieux faire, ça veut dire qu'il est pas bon. Donc c'est dévalorisant, c'est, comment est-ce qu'on dit même, c'est discriminant, stigmatisant. Voilà, ça me revient. C'est stigmatisant. Non plus les enfants. Attention là. Et puis c'était quand même assez lamentable de voir la réaction. De toute façon, le mieux c'est quand même les couleurs. Rose clair, rose pâle, il faut des couleurs, mais des couleurs gentilles en plus. Il ne faut pas du rouge. Le rouge, c'est un peu trop hard. C'est barbe à papa. Éliminons le rouge et le noir, qui sont des couleurs un peu trop hard. D'ailleurs, c'est les couleurs de Méridien Zéro. Et prenons des couleurs gentilles, du mauve, du vert tendre, du rose, du fuchsia. Voilà, c'est ça, les couleurs de l'arc-en-ciel. Non, en tout cas, on pouvait voir sur une chaîne télévision du câble. La bisounourcisation de l'éducation nationale. On pouvait voir justement la tentative de l'institution, pour parler comme ça, du proviseur donc concerné par l'affaire de l'élève qui a frappé son enseignant, parce que justement il était un peu choqué par des propos qu'il aurait tenus sur l'islam. À mon avis, ça n'a pas dû être bien méchant. Totalement, essayer d'étouffer l'affaire, quoi. Avec toujours ce grand talent qu'ont les hiérarques de l'éducation nationale, de pratiquer la circonvolution, de pratiquer la langue de coton, de rigueur. C'était le recteur, non? Non, c'était le proviseur du lycée. Non, il n'y a pas de problème, vraiment. L'élève a vraiment reconnu. C'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Mais c'était tellement. Les bourriffés. Non, mais c'était vraiment lamentable, quoi. Parce que les épiphénomènes, ça ne tombait personne. En fait, on est dans l'angélisme post-68 art le plus délirant. Ils sont sous hallucinogènes, quoi. Ils sont sous hallucinogènes. Plus sérieusement, parce que là, c'est assez trivial et on va dire avec un peu de distance, il reste plus que le sarcasme. On y met un peu, on y met un peu de sarcasme et d'humour, mais plus sérieusement, on est véritablement là avec les mesures prises, on est véritablement entré dans la fin du système scolaire. C'est un processus de décivilisation qui se poursuit. Oui. Alors, on est sur le Titanic, l'orchestre continue encore à jouer. On aura bientôt une émission sur ce thème à Méridien Zéro, mais on regardait quelques chiffres avec les camarades de l'équipe de rédaction il y a peu de temps. Il y a pratiquement aujourd'hui, on parlait de l'école à la maison, on est à 40 000 élèves hors système scolaire aujourd'hui, en école à la maison ou en école parentale. Il y a quand même quelque chose qui appartient véritablement à une sonnette d'alarme dans le réel. Là. Les parents, effectivement, il y a quelque chose de prendre des mesures. C'est qu'on assiste à une contamination du privé désormais. Puisque de plus en plus de gens se reportent vers le privé est confronté à des situations auxquelles il n'était pas habitué il y a encore une dizaine d'années. Un enseignant du privé me racontait qu'on est en train de retirer des moyens au secteur privé sous contrat, de manière à ce qu'on inverse la tendance des élèves, et je vous le donne, chers auditeurs, en direct, pour reblanchir le public. Et l'expression est à prendre au degré ethnique de la chose. Voilà.
Voilà, pour essayer de remixer, si vous voulez, en sens inverse, parce que la migration... Sur les occasions à la remarque qu'avait fait Manuel Valls dans sa ville d'Evry, dont il est maire, quand il avait dit ça manque un peu de white, de blancos, enfin de blanc, quoi. Je voudrais revenir peut-être sur l'affaire de la morale laïque du ministre de l'Éducation nationale, de Vincent Payon, qui est assez intéressante. Alors, il y a une réponse qu'on peut faire, je pense, à plusieurs niveaux. L'un des niveaux, c'est qu'au fond, c'est plutôt intéressant, a priori, d'avoir un projet qui aille plus loin que l'éducation civique et qui soit celui, effectivement, d'une morale, non pas dans un cadre religieux, mais dans un cadre laïque, c'est-à-dire, laïque ne voulant pas dire anti-religieux, mais indépendant des religieux. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît intéressant. Mais alors, quand effectivement on voit les propos développés à propos du contenu de cette morale, il y a quand même quelque chose d'assez intenable, c'est qu'on nous explique qu'en aucune façon, avec des précautions qu'on n'avait pas en 1910 par rapport à la principale religion présente en France à l'époque, qui était le catholicisme, tout simplement. Et donc on nous explique qu'en aucune façon, cette morale laïque ne doit heurter aucune sensibilité, aucun présupposé religieux, etc., etc. Or, il est bien évident qu'une morale laïque ne peut que heurter un certain nombre de présupposés religieux d'une religion qui ne soit pas complètement affaissée. Or, quelle est en France la seule religion qui n'est pas complètement affaissée? C'est bien entendu l'islam, puisque c'est quand même une religion qui se tient, qui a un certain dynamisme et qui n'est pas complètement effondrée sur elle-même. Sachant que le judaïsme ne s'embarrasse pas de tout ça, puisqu'il est 90% de ses effectifs sont dans le privé. Voilà, qui n'est pas complètement effondré sur lui-même comme le catholicisme. Donc là, on se dit qu'il va y avoir quand même quelque chose de complètement ingérable. C'est-à-dire que si réellement on a ce projet d'une morale laïque qui pourrait être intéressant, mais qui est exigeant, qui est un projet finalement à la romaine, j'entends par là la République romaine ou l'Empire romain. On est dans le pur virtualisme. Là, on serait dans le réellement pur virtualisme dans communicationnel. Une ambition intégratrice forte, mais elle aurait forcément des conséquences qui serait d'une fermeté affichée par rapport à toutes les religions, y compris par rapport à celles qui ont quand même du mal précisément à accepter un certain nombre de principes républicains, qui est l'islam. Donc effectivement, c'est un message qui effectivement, un message de fermeté qui serait certainement nécessaire, qui ne serait pas anti-musulman en soi, mais qui serait très clairement pour un islam à la française. Or, effectivement, ça sous-entendrait d'accepter quand même un certain affrontement avec un certain nombre d'extrémistes. Or, il est bien évident que le gouvernement n'accepte... Sans même parler des extrémistes, simplement des gens qui y tiennent. Rien du tout. Voilà, donc... non, ça demanderait une certaine fermeté, une certaine virilité républicaine qui a existé au début du XXe siècle. Qui était vraiment celle jusqu'aux années 1930. C'est totalement inactuel. Voilà. Cela n'aura rigoureusement rien à voir avec les cours de morale des hussards de la 3e. Rien. Parce que la problématique, et tu l'as effleuré basée sur l'amour de la patrie, essentiellement. C'est que cette morale se construit parpaing après parpaing comme une morale de maçon. Voilà. Ce sera malheureusement une ingérence. Et là, je parle un peu pour nos chapelles, une ingérence dans ce que nous essayons de donner à nos enfants. Beaucoup plus qu'autre chose, quand on essaiera justement de discriminer les affaires du monde en expliquant d'où vient qui et où devrait aller quoi, etc. Là, il est évident qu'on risque de buter sur cette morale qui va envaser toute considération verticale, tout différentialisme ethnique, toute considération historique profonde. En fait, ça pose tout le problème d'un ministère qui s'appelle Éducation nationale. Voilà. Qui aurait dû rester instruction publique. Voilà, exactement. L'éducation, c'est le rôle des parents. Oui. C'est tout. D'ailleurs, il y a encore quelques soubresauts à la PEP qui m'ont étonné. Des porte-paroles qui ont dit non, l'éducation, c'est les parents. Donc, ils ne sont pas tous morts. C'est du bon sens. Et ça pose le problème d'eux. Voilà.
Alors les enseignants, par contre, sont très contents. Il y a des choses comme ils ça n'enseignent plus, ils vont pouvoir faire de la morale. Il y a des choses comme ça qui sont toujours. C'est quand même encore un gros mot pour une grande partie du corps professoral. Le mot moral. Ah oui, on en est ça, là. On en est là depuis longtemps, c'est clair. Morale, c'est fasciste, quoi. Donc, comme l'orthographe. Oui, aussi, d'ailleurs. Ou la note. La note. Hein. Bon, la note, il ne faut pas trop exagérer. Enfin, ce que je sais des enseignants que je peux fréquenter, on n'en est pas encore là. Bon, on est dans le stade. Pas tous les enseignants. On est dans le. En fin de compte, on va essayer de. Oui, non, mais on parle pas tout le monde dans le même. C'est une sorte de serpent de mer qui revient régulièrement. Là, on parle des Philippe Mérieux. Qui propose une fois de plus la suppression de la note. On parle des Philippe Mérieux. Je pense que la principale opposition, ça sera au niveau des parents. Je pense que les parents veulent savoir où en est leur gamin. Ça leur fait pas plaisir. Au risque même des fois de fétichiser la note. Un 4 sur 20. Je pense que les parents ont besoin de points de repère pour savoir où aider l'enfant. Et ils n'ont pas envie qu'on se fiche d'eux en leur disant votre enfant a eu un carton jaune ou un carton rose, ce qui sous-entend sur la petite nomenclature que c'est moins bien qu'un carton bleu ou quelque chose comme ça. Je pense que les parents ont déjà le sentiment qu'on se moque quand même relativement d'eux. Y compris d'ailleurs des parents d'enfants immigrés qui ont été élevés souvent dans une culture assez rigoureuse et qui trouvent que déjà la France c'est le pays où il n'y a plus de repères. Et je pense qu'ils n'apprécient pas du tout qu'on en enlève encore. C'est un comble. C'est énorme. C'est intéressant. Je pense aussi à la remise en cause du redoublement. Ah oui. Enfin, du doublement d'ailleurs, être franc. C'est quelque chose qui devient de plus en plus rare d'ailleurs, le redoublement. En effet, déjà pour des questions d'effectifs, mais même ça devient presque une chance. Pour des élèves. Donc là, je crois qu'on est aussi souvent au niveau un peu de l'imprécation. Il y a toujours les apprentis sorciers de la pédagomanie, qui, avec le grand gourou Philippe Mérieux que Pierre a cité, qui est de moins en moins quand même en vogue. On commence quand même certains esprits commencent un peu à se dessiller, à voir que disons qu'il y a des gens comme Michel. Ce personnage est complètement à côté de la plaque. Voilà, Micha a écrit des choses très justes. Natacha Polony. Exactement. On écrit des choses très justes là-dessus, sur les limites un petit peu de ce discours. Isabelle Weiss et Claire Loos aussi. Mais on est complètement hors du réel, quoi. On est complètement à côté de la plaque. Donc moi, je ne m'inquiète pas trop pour cette histoire de notes. Je crois que c'est pas demain la veille. Les problèmes sont autres. Ils sont vraiment alarmants. On est véritablement effectivement sur un Titanic qui est en train de couler, qui ne cesse de couler. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu, on est un peu de virtualisme communicationnel, cher à la gauche, très typique un petit peu de... Avec la poursuite de la dévalorisation du travail manuel et la contrepartie de cette dévalorisation qui est bien entendu l'appel à l'immigration. Oui, et ça fait 30 ans que ce processus ne cesse de s'aggraver. Feu notre ami de Terra Nova qui avait de toute façon dit qu'il fallait viser les immigrés, les classes moyennes. Tout ça lié aussi à d'autres processus comme la féminisation, je veux dire, rampante et croissante aussi de cette honorable institution qui produit des effets que un article paru sur le site de la Fondation Polémia il y a quelques semaines mettait bien en avant. Y compris la féminisation de la police, qui bien entendu... Il y a d'autres corps de l'État qui sont touchés. Ne doit pas être refusée dans le principe. Simplement, après, il y a des réalités de terrain. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la police, très bien. Mais sur certains postes, dans certaines conditions, c'est pas forcément le plus intelligent. On le voit bien. Il se trouve d'ailleurs que ce sont 2 femmes policiers qui ont été assassinées. Non, mais là pour l'école, il y a quelques semaines. Pour l'équilibre des enfants et notamment des garçons, l'article mettait bien avant le problème que certaines populations, comme une espèce un petit peu la symbolique représentée par une femme, ça passe pas non plus facilement. Non. Oh bah oui, j'ai aperçu il y a quelques mois un lieutenant féminin de la BAC qui disait. Bon, c'est pas sa faute, 1m60. Heureusement qu'il y avait ces gaillards autour, parce que quand ça part dans une cité, après, on est sur des réalités, on va dire, physiques. Sur ce plan. Alors, on parlait de la morale, on va revenir sur cette idée de morale, là, parce que, effectivement, on essaie de la distiller ou d'en distiller des fruits pourris à l'école, mais elle se transpose également dans le débat finissant... le débat couchant du monde médiatico-littéraire. Et malheureusement, les quelques personnes et les quelques écrivains qui essaient de se dresser contre ça en prennent plein les chicots, les gencives.
On évoquait, et on va l'évoquer d'ailleurs, hein, puisqu'on était plusieurs à vouloir le dire à ce micro, le cas de Richard Millet. Alors si on peut retracer, brosser à grands traits ce qui s'est passé, c'est assez emblématique. Il n'y a pas que lui, hein. Ces derniers mois, il y en a plusieurs qui ont pris des douches froides. Camus aussi, voilà. Bon, c'est plus lointain. C'est plus lointain, c'est plus lointain, mais effectivement, la rentrée bruisse de toutes ces affaires autour de Millet. Et de petit Landerneau germano-pratin voilà. A fait un petit caca nerveux. Alors, il aime bien, hein, il faut parler de lui. Les faits, mon cher PGL, les faits, rapidement. Il sort un ouvrage. Voilà, plusieurs d'ailleurs. Voilà, enfin plusieurs. Il est très prolifique. Hein. Oui, il est très prolifique ces derniers temps. Il avait sorti déjà un ouvrage aux éditions Pierre-Guillaume de Roux qui s'appelait Fatigue de sens, dans lequel déjà il dénonçait sa fatigue de vivre dans un pays gagné par le cosmopolitisme et le multiculturalisme et de sentir un exil intérieur. Et là, il récidive depuis fin août avec 2 petits opuscules, l'un intitulé L'antiracisme comme terreur littéraire. Qui annonce un petit peu le programme. Mais bon, ce n'est pas bien nouveau. Hein. Richard Millet a déjà développé son point de vue, notamment à l'antenne, à moult reprises. Et surtout, un deuxième petit opuscule intitulé Langue fantôme, suivi d'un éloge littéraire de Anders Breivik. Donc Anders Breivik, rappelons que c'est ce conservateur sioniste franc-maçon qui s'est lâché un petit peu à l'arme automatique sur des compatriotes norvégiens et qui a écopé de la peine maximale en Norvège, soit 23 ans de prison avec une cellule composée de 3 pièces. Ramené à 10 ans, ce qui fait un mois par mort. Mais bon, mois par mort. Ça plairait à Madame Taubira. C'est vrai ça. Voilà. C'est typique de je crois que c'était 3 mois. Voilà, non, parce que la peine maximale en Norvège est de 23 ans. Donc il a pris. Il n'y a que 10 ans de sûreté. Ah, donc il sortira à 11e année. Ouais, à mon avis, il va pas sortir. Bon, à mon avis, je crois qu'on prolonge, on s'arrangera pour prolonger les périodes de sûreté. Ils peuvent prolonger à loisir. Hein. Ils peuvent prolonger à loisir, c'est ce qu'on laissait entendre. Donc, à mon avis, ils ont voulu rassurer la communauté internationale en disant oui, mais on peut prolonger. Alors donc oui, cet éloge qui est en fait un pamphlet ironique d'ailleurs. Ironique parce que le titre est forcément ironique, mais je crois que déjà le titre constitue un crime de lèse-majesté. Hein. Puisque même faire de l'ironie, ça a l'air d'être dangereux. Là, depuis longtemps d'ailleurs. Du galigrasseuil, comme on dit, voilà. C'est déjà un crime. Oui. Alors par exemple, une citation du livre de Millet. Dans cette décadence, Breivik est sans doute ce que méritait la Norvège, et qui attend nos sociétés qui ne cessent de s'aveugler pour mieux se renier, particulièrement la France et l'Angleterre. Loin d'être un ange exterminateur, ni une bête de l'Apocalypse, il est tout à la fois bourreau et victime, symptôme et impossible remède. Ça nous rappelle d'ailleurs le fameux tweet de Laurent Ozon, bien entendu, comme, exactement. Qui avait semblé faire d'ailleurs aussi un écho très négatif dans les instances du front, qui était pourtant empreint de réalisme. Nous donner une idée donc, des quelques pages que Millet consacre donc, à ce personnage, à Breivik. Breivik est comme tant d'autres individus, jeunes ou non, exemplaire d'une population devant qui la constante dévalorisation de l'idée de nation, l'opprobre jeté sur l'amour de son pays, voire la criminalisation du patriotisme, ouvrent un abîme identitaire. Je crois que, d'une certaine manière, une certaine messe est dite. Et, si c'est ce type de propos, effectivement, est de nature à provoquer l'ire de la bien-pensance germano-pratine, en fin de compte, on n'est pas vraiment étonné. Je crois que quelqu'un de sensé est capable de saisir, en quelque sorte. BHL a sonné la Lali. Oui, il n'est pas le seul. Entre les Tar Ben Jelloun, Lani Ernaud, Laura Bovary, Adler. Tar Ben Bovary, comme l'appelait l'excellent Patrick Besson. Donc effectivement, là, on a les corbeaux qui sont venus véritablement c'est très plonger sur la bête. Quand finalement on oublie les fondamentaux d'une société, l'un de ceux-ci étant quand même l'amour de la patrie et l'enseignement de l'amour de la patrie. Ça ne veut pas dire la détestation des autres patries, mais ça veut dire... J'ai la chance d'être dans une filiation, je l'assume, je m'inscris dans ce parcours, j'en observe les beautés, je jouis de ces beautés, je respecte tout ce qui a été fait de grand et même si cette grandeur était parfois folle, je sais pas, les campagnes de Napoléon, c'est à la fois grand et sans doute un peu fou d'aller jusqu'à Moscou, mais ça fait partie de la beauté de notre parcours national.
Eh bien, Moscou, c'est un parcours un peu. C'est un parcours. Un peu difficile. Voilà, mais en même temps, c'est c'est une façon de créer des liens. Et les liens Paris-Moscou, je pense que c'est quand même très important. D'ailleurs, sur le chemin, il y a Berlin, donc ça va être Paris, Berlin, Moscou. Et je pense que si on oublie ça, effectivement, on crée la possibilité, effectivement, d'un abîme identitaire et de folie comme celle de Breivik. D'ailleurs, c'est extravagant, mais un personnage comme Breivik, qui a 70 ans dans la plupart des pays, il aurait été guillotiné 3 jours après. Enfin bon, on ne se serait pas posé de questions. Il y a quelque chose de fou dans à la fois... Il y a 70 ans, il se serait même pas exprimé. Alors, d'une part, il se serait pas exprimé, et d'autre part... il n'y aurait pas eu ce procès absurde où on se demande s'il est fou, s'il n'est pas fou. Enfin, il y a quelque chose d'une société, effectivement, comme disait Pascal Lassalle, qui a perdu toute virilité d'âme. Complètement. Il est le fruit d'une névrose collective. Ah oui. Je veux dire, il est dans un autre domaine. Il est comme Fofana, comme Youssouf. Voilà, ouais. Il est l'enfant monstrueux. Le gang des barbares. Il est l'enfant monstrueux de ce que une génération post-68 a créé. Oui, il en est le fruit. Une sorte de desperado, oui. Voilà, Morgan Sportes. Desperado, c'est presque. Souvent les presque trop positif. C'est même pas. Enfin, moi, je le vois pas comme un terme positif. D'ailleurs, ce sont souvent les écrivains qui disent la vérité sur ces choses-là. Quand il parlait du camarade de Fou Furieux qui a tué 7 personnes dans le conseil municipal. Richard Durn. Richard Durn, oui, voilà, tout à fait. C'est urban kamikaze. Voilà, kamikaze urbain. En fait, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a même plus la notion de sacrifice pour quelque chose, c'est le sacrifice du vide, finalement. Seule la littérature dit encore la vérité sur ces choses-là. Sportes s'était collé à l'affaire Fofana. Extraordinaire, d'ailleurs. Tout de suite. Qui était d'ailleurs un slogan 68 art. Tout de suite. Je veux dire, c'est quand même... Ce slogan libertaire sous-tend tout le libéralisme des années qui suivront. C'est le fameux libéralisme libertaire. Tout de suite, ça a amené à l'exigence de 15% de retour en taux d'intérêt sur les investissements. Voilà. Je veux dire, c'est la même logique. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, à un certain niveau, ça donne les affaires de la Société Générale, le capitalisme sauvage. Et en bas, les sauvages évidemment, du capitalisme. En bas, très en bas, ça donne Youssouf Fofana. On n'hésite pas à torturer quelqu'un pour lui tirer 100 €. Qu'on n'a même pas d'ailleurs au final réussi à lui tirer. C'est vraiment les sauvages du capitalisme. C'est la guerre de tous contre tous à la base, en fin de compte. Dans un univers totalement fragmenté, déssocialisé, tous ces slogans atomisé. 68 étaient recyclables. Il est interdit d'interdire. Jouir sans entrave. Jouir sans entrave, ça signifie jouir aux dépens des autres. Oui. Qu'est-ce qu'une société si ce n'est l'acceptation des limites? Voilà. S'il n'y a plus de limites, s'il n'y a plus d'entraves, c'est vraiment la guerre de tous contre tous. Donc c'est la logique du... Tout de suite, c'est la logique des traders de Wall Street. Donc Renaud Canou le dit très bien, on est vraiment dans un processus de décivilisation, d'ensauvagement et d'involution profonde. C'est ça, c'est vraiment un des marqueurs profonds de ce truc. Alors, je vous interromps, mes amis. Nous allons faire la pause musicale de ce panorama actu. Et comme nous en étions à évoquer la peste qui règne dans les esprits, je soumets à votre écoute avertie un morceau de l'album Zeta Zero Alpha Drumno, qui est la section musique électronique de Zeta Zero Alpha, donc nos amis italiens, Extremo Centro Alto, et le titre 2 que vous allez entendre maintenant s'appelle Peste Suina Classica, la classique peste porcine. Voilà, c'est tout un programme. À tout de suite.
Destruir la cáscara de humanidad que lo pervierte. Mutilación, tortura, la práctica del horror como camino de la purificación. El sacramento de la atrocidad final. Sería algo así como la síntesis del mal absoluto. Una fórmula distinta de sangre. sai mai chi può esserci là. E con le nostre divise come fai a nascondere? E chi si nasconde? Io la divisa non me la tolgo neanche da morto. Hai quello che ti serve. Voglio il nostro marchio dovunque. Tutti devono sapere che i guerrieri sono passati. Bien, de retour après cette pause musicale sombre et convulsive. J'espère que vous n'avez pas été trop désorientés. Nous revenons au sujet qui nous préoccupait juste avant la pause, à savoir l'affaire Richard Millet. Et donc notamment ces quelques 17 ou 18 pages, hein, parce que c'est pas énorme, c'est une partie de son ouvrage, sur une vingtaine de pages en fait. Cette espèce de constat un peu polémique sur Anders Breivik, fils de la civilisation occidentale finissante. Et je voudrais signaler une chose, je me demande malgré tout si l'éloge littéraire d'Anders Breivik n'est pas un prétexte. Car il y a quelques mois, il avait rédigé un ouvrage, un opuscule plutôt, une quinzaine de pages je crois, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas eu entre les mains, mais j'ai lu les extraits, certains des extraits les plus frappants, et en fait c'est un soutien indéfectible de Bachar el-Assad. Ouais. Il est très pro-syrien, il est contre les rebelles, appelons-les rebelles, mercenaires, contras, comme vous voulez. Il connaît un petit peu le théâtre d'opération. Voilà, il connaît le théâtre d'opération. Voilà, faut renvoyer à la confession négative. Exactement. Il dénonce d'une manière extrêmement virulente le Qatar et l'Arabie Saoudite, ainsi que le rôle des États-Unis. Dans ce pays. On reviendra sur le Qatar dans une prochaine émission. Voilà, non, mais même tout à l'heure on peut en parler. Donc je me demande si en fait ce n'est pas paradoxalement, si ce n'est pas plutôt ça qu'on lui reproche, et qu'en fait si l'affaire Breivik n'est pas qu'un prétexte. Oh, je suis pas sûr, je pense que ça fait partie peut-être l'aboutissement logique peut-être, oui. Parce que c'est pas nouveau hein. Voilà. Il a été viré du comité de lecture de chez Gallimard hein, en tout cas oui, boum, première sanction. Il a démissionné disons. Mais il reste à Gallimard. Oui. Il reste à Gallimard. Moi, c'est vrai que pour préparer cette émission, j'ai regardé quand même plusieurs vidéos où justement Richard Millet s'exprimait des propos tonitruants. Donc il est coutumier du fait déjà depuis un petit moment déjà, hein, et ça date de plusieurs années. Alors je voudrais proposer à nos auditeurs une dernière citation de Richard Millet, donc extraite de son opuscule de l'antiracisme de terreur littéraire, qui montre bien que, en notre avis, ses analyses sont très lucides. Il a compris beaucoup de choses et nous pouvons que le rejoindre sur ce plan-là. La France est le seul pays d'Europe dans lequel la terreur communiste est réussie, en l'occurrence sous la forme de l'antiracisme. Le transvasement intercontinental de peuples fort éloignés les uns des autres n'a plus rien de ce que le discours immigrationniste appelle une chance. L'immigration massive et continue que le capitalisme international a mise en œuvre depuis 3 décennies constitue, pour les indigènes comme pour les immigrés, un désastre humain que la propagande tente de travestir en soutenant, par exemple, que plus il est éloigné de notre culture, sinon hostile à elle, meilleur est l'immigré. Par ailleurs, bon par nature, et aussi tendance. Oui, tendance, oui. Tout est dit. Donc je crois que tout est dit.
Ouais, on ne peut que saluer excellemment bien donc dit. le talent Et le courage. Nous de Richard engageons Millet, les auditeurs à se procurer les ouvrages aux éditions de Roux. Pierre de Roux. Pierre et de surtout Roux. aussi un ouvrage qu'on vient de citer, La Confession négative, en folio poche, qui est en quelque sorte un roman quasi autobiographique qui raconte les années de jeunesse Richard Millet lorsqu'il a combattu aux côtés des phalangistes chrétiens durant la guerre civile libanaise. Il y a une âpreté dans ce récit qui, pour moi, évoque, et j'ose le dire, Les Réprouvés de Salomon. Ah oui. Un air de famille, et je le conseille vivement. Je l'ai lu l'année dernière, ça m'a marqué. Je le conseille vivement aux auditeurs qui Une sont autre intéressés, pépite, quoi. un brûlot, un pamphlet d'une violence rare et inouïe qui est fantastique, c'est L'Opprobre. D'accord. Qui date de 4, 5 ans, je ne sais 4-5 plus. ans. D'accord. Donc, Et il a là, une œuvre quand même Maximum, assez importante. maximum. D'accord, très bien. Plus largement, cette affaire de Richard Millet montre surtout l'accélération de la fermeture du champ des idées. On la mesure pratiquement mensuellement aujourd'hui, mais on est vraiment dans un processus français en France. On est vraiment dans un processus de forclusion totale. La réaction de Leclésio est celle d'un commissaire politique du temps de la glorieuse URSS, quoi. C'est vraiment ça, c'est incroyable. Mais moi, C'est je incroyable. pense Ou que Dany Ernaud, d'ailleurs. Je pense que cette bien-pensance inquisitrice est sur la défensive. Et que de plus en plus de Tu personnes... vois pas une conquête, toi je veux dire, l'approche de la victoire. Non, moi je pense qu'on est au début de la fin, en tout cas pour ce processus-là. D'accord. Et on voit de plus en plus de personnalités brûler leurs navires. Dans différents secteurs, que ce soit les lettres, que ce soit les médias. On pense à Robert Ménard, donc on pense... Choprade. Émeric Choprade, on voit dans de nombreux... Et je pense qu'elle ne se peut que s'accélérer. Et révéler, en fin de compte, des personnalités, des singularités qui franchiront un petit peu certains caps, qui a commencé à le faire. Mais je pense que là, véritablement, l'Inquisition est sur la défensive. Ça ne veut pas dire qu'elle est battue. Pierre Le Vigan. Mais Oui, une brèche s'ouvre, quelque part. je serais assez de l'avis de Pascal. Ce qui est clair, c'est que ceux qui font l'événement sont les iconoclastes, ce sont les Richard Millet, ce sont les Renaud Camus, tous deux en plus, qui sont des gens de vrai talent, qui ont une œuvre authentique. C'est aussi des gens comme Finkielkraut. Et donc effectivement... oui, dans une moindre mesure. Mais... quand même, dans la critique, dans le mécontemporain... oui, non, mais même depuis très longtemps, il avait pris la défense de Renaud Camus, c'est-à-dire... La défense, en tout cas, du droit de dire ce que disait Renaud Camus. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on prend la défense de quelqu'un, ça ne veut pas dire « je dirais exactement la même chose que lui ». Ça veut dire « je dirais peut-être pas la même chose que lui », mais en tout cas, il doit avoir le droit de dire ce qu'il dit. Et ça, c'est fondamental. Et donc, tous ces gens-là sont quand même fondamentalement les gens qui créent les sujets du débat. Et en face, les censeurs sont quand même, effectivement, comme le disait Pascal, sont quand même au fond dans une posture quand même toujours complètement défensive. C'est-à-dire que l'esprit 68 art à une époque était à l'offensive, on est bien d'accord. Maintenant, d'une certaine façon, comme il a tout gagné, il est uniquement dans la censure. Mais c'est tout de même amusant parce que ce sont eux qui disaient il est interdit d'interdire. Mais finalement, ah oui, il est interdit d'interdire, mais enfin, il faut quand même pas dire des choses comme ce que dit Richard Millet. Il est interdit d'interdire, mais il faudrait quand même pas en arriver à dire ce que dit Renaud Camus. Donc bref, on avait déjà eu. Finalement, ils se contredisent eux-mêmes. Donc ça les met quand même dans une situation intellectuellement assez faible, même si socialement ils ont le pouvoir. On avait déjà eu d'ailleurs un exemple assez piquant et trivial à propos de l'affiche du film de Dujardin et oui, les infidèles. Les infidèles, oui, où on avait les deux acteurs principaux qui posaient avec des jambes renversées, et on avait toute la cohorte des chiennes de garde qui sont déchaînées et qui ont eu gain de cause. L'affiche a été retirée. Les affiches ont été retirées. J'aurais la tentation de retourner une expression de Philippe Solers à son détriment, et on pourrait parler, je crois, aujourd'hui d'intelligentsia moisie, qui vraiment est plus que jamais à l'arrière-garde. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, ça reprend un peu le titre d'un article de l'ami François Bousquet dans un des derniers numéros de Valeurs Actuelles. Je crois que nous entrons profondément dans l'ère de la dissidence.
Jusqu'à maintenant, on essayait de nous imposer le terme de néo-réac pour rester en quelque sorte dans une terminologie, une phraséologie post-gauchiste. Là, je crois que véritablement, nous entrons dans l'ère de la dissidence et ça ne peut que nous rappeler, en fin de compte, ce qui fut la dissidence en Union soviétique. Il s'en fait penser à la métaphore de Bukowski qui comparait, en fin de compte, l'Union européenne, une sorte d'Union soviétique molle. On est totalement dans ce schéma-là. J'ai vécu dans votre futur, ça n'a pas marché. Exactement. Ouais. Nous entrons dans l'ère de la dissidence et ça devient intéressant pour nous. Et je crois que c'est un terme aussi que nous devons pousser en avant. Nous sommes des dissidents. Ce n'est pas un étendard que nous devons brandir avec une fierté déplacée, mais je crois que ça s'impose comme un état de fait aujourd'hui. Mais les propagandistes du bien vont être encore plus véhéments. Peux-tu reprendre la formule que tu viens de citer Propagandiste du bien, c'est une expression de Millet. Non, juste celle d'avant, là. J'ai vécu dans votre futur. Ah oui, j'ai vécu dans votre futur, ça n'a pas marché, c'était Bukowski, ça. Ouais. C'est ça, à propos de l'Union européenne. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Excellent. Oui, Maurice, termine, excuse-moi. Et je pense qu'en fait, en plus, ils ont une obsession. Ce sont des défenseurs acharnés de la mort sociale de leurs ennemis. Parce que ces gens-là réfléchissent en termes schmittiens. Oui, complètement. Sans le savoir, d'ailleurs. Ce sont les... Et l'ennemi doit être tué, si ce n'est pas physiquement, et encore, dans certains cas, s'il le pouvait, il le ferait, mais au moins socialement. D'ailleurs, la volonté de faire virer de Gallimard Millet, c'en est bien la preuve. Oui, il faut taper dans tous les secteurs. Rappelez-vous Zemmour, on demandait son éviction d'à peu près toutes les émissions dans lesquelles il était invité. Aussi, dans une certaine mesure. Ménard, on peut tous les citer, quoi. Camus qui a perdu sa maison d'édition. Voilà, ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas de polémique, finalement. Il y a tout de suite la sanction. Ils tombent dans l'hubris. Et ça va finir par se retourner contre eux. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce mouvement des dissidents ou des néo-réacs, comme dit l'auteur d'un ouvrage qui porte ce nom, qui s'appelle Bernat, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble se dessiner finalement maintenant une cohérence complète de ce mouvement dissident que j'appellerais volontiers contre-moderne. Alors cette cohérence, l'intérêt, c'est de relier la critique de l'esprit 68ard et de ses ravages sur l'éducation, critique qu'a fait par exemple Finkielkraut, mais que fait aussi à sa façon Renaud Camus, que fait aussi Natacha Polony, que fait Richard Millet, etc. De relier donc cet aspect, on pourrait dire un aspect entre guillemets critique de droite, entre guillemets, avec une critique de gauche à la Michéa, c'est-à-dire de dire... l'esprit 68ard, libéral-libertaire, c'est à la fois celui qui amène l'effondrement du niveau scolaire et tout simplement du niveau même de civilisation que nous connaissons, mais c'est aussi celui qui amène la misère sociale, la misère matérielle, la suppression des savoir-faire professionnels. L'une va malheureusement de pair le chômage de masse. Et là, évidemment, on est dans la critique, entre guillemets, que fait Michéa, une critique, je dirais pas d'ailleurs de gauche, mais une critique du socialisme contre la gauche. Et donc, finalement, la critique... réactionnaire, mais au bon sens du terme, celle qui réagit contre l'égalitarisme, consistant à dire que finalement il ne faut pas noter, qu'il vaut mieux mettre des couleurs, etc. Va-t-elle converger ? Ça, c'est une grande question. Et là, si elle converge, ça va être une vraie possibilité révolutionnaire. Va-t-elle converger d'une certaine façon avec une critique qui retourne le socialisme contre la gauche, qui retourne le meilleur du socialisme, c'est-à-dire l'aspiration à une société plus juste, plus solidaire, l'exigence solidariste, contre finalement cette gauche libertaire qui est fondamentalement antisocialiste, qui ne fera jamais de démondialisation, qui ne fera jamais, n'en déplaise à Arnaud Montebourg, de redressement productif. Voilà, puisque la gauche est devenue finalement mondialisatrice et en fait antisocialiste, profondément antisocialiste, au sens du socialisme tel que nous le défendons, c'est-à-dire une économie dirigée. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant, et Zemmour est intéressant d'ailleurs, parce que finalement, à la fois, il est sur le créneau de la critique
de l'esprit de mai 68 dont Maurice parlait. J'avais relu le premier sexe cet été. Mais c'est pas non plus un réactionnaire au sens que l'on donnait à ce terme il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire finalement un conservateur, partisan du capitalisme et de la religion, etc. C'est aussi quelqu'un qui explique que l'immigration c'est perdant-perdant puisque ça pille les élites du tiers-monde et que ça fait baisser les salaires en France. Donc là, de ce point de vue, Zemmour, il reprend, si je puis dire, une critique que l'on pourrait dire entre guillemets de gauche si le terme n'était pas évidemment si galvaudé. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Tout à fait. Non, en tout cas, on ne peut que d'ailleurs souhaiter cette convergence effectivement pour que ça fasse quelques étincelles. On va arrêter là sur le sujet parce que il faut dire quelques mots de ce qui s'est passé en Europe. Notamment, on va l'évoquer d'un pas qui a été franchi en Allemagne ces derniers jours. C'était prévisible, mais alors voilà, il y a quand même eu beaucoup de réticences, il y a quand même eu beaucoup de freins, mais finalement, mon cher Maurice, la Cour de Karlsruhe, la Cour suprême, Cour constitutionnelle, pardon, pour être précis, a donc validé la possibilité de signer le pacte, comment on l'appelle aujourd'hui ? Le MES, voilà, le MES. Mécanisme européen de stabilité. Voilà, c'est-à-dire les eurobonds, en fait. C'est plus large que ça, en fait. Enfin, ça englobe les eurobonds, mais c'est plus large que ça. Alors, quelles conséquences à cette ouverture ? Disons que c'est le pas qu'il manquait pour leur mettre en place leur fameux traité TSCG, dans lequel est inscrit la fameuse règle d'or. C'est-à-dire c'est l'austérité ad vitam aeternam. Inscrite dans inscrite dans les budgets. Voilà, c'est une paupérisation constante. Une paupérisation constante, la fin définitive des souverainetés, y compris celle des parlements, parce que la prochaine étape, là ils vont nous faire l'union bancaire, mais après il y aura évidemment un regard de la Commission européenne, voire des sanctions. Je crois que ça a été évoqué par la Cour de justice européenne en cas de dérapage des budgets. Si les parlements ne respectent pas un certain nombre de données d'assainissement budgétaire. On est en pleine bourre de ces fameux États-Unis d'Europe que l'on a réclamé comme antidote total et totalisant contre la crise. Hein. On est en véritable mise sous tutelle de nos nations, de nos peuples. Prison des peuples. Nous sommes véritablement dans une prison des peuples, à côté de laquelle l'Union soviétique était une sorte d'aimable plaisanterie, parce que là, le système est beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus intolérant. Quand les banquiers s'y mettent. Et d'un totalitarisme finalement beaucoup plus efficace. Quand les banquiers s'y mettent, il n'y a plus que l'argent qui compte. C'est pour ça que c'est plus dur. Non, mais ça d'une part, mais surtout, l'Union soviétique, le régime totalitaire soviétique, même finissant avec la stagnation brejnevienne, était perçu en tant que tel. Même si une prise de conscience commence à se faire de la part des salariés licenciés d'Aulnay ou d'autres qui commencent à bien voir qu'on est dans une sorte de tyrannie économico-financière, on est encore dans le mythe d'une bonne démocratie, d'une bonne gouvernance qui se pérennise avec toutes les simulacres électoralistes et autres qui se produisent régulièrement. Je prends un exemple du traité qui vient d'être signé, dont parlait Maurice. Il y a ratifié pour le moment. Obligation de réduire la différence entre l'endettement et le taux maximum de 60%. De 1/20 par an, c'est-à-dire que la France étant à 90% d'endettement, le maximum étant de 60%, il y a donc 30% d'excédent. Donc ces 30% doivent être réduits au rythme d'1/20 par an. Ça veut dire qu'il y a 1,5% du PIB français qui va obligatoirement être utilisé à la réduction de la dette. Donc à partir de là, que reste-t-il de l'autonomie d'une quelconque politique économique? Mais évidemment, pratiquement rien. Ne vous étonnez pas du débat qui vient d'être relancé sur le déremboursement de certains médicaments présentés comme inutiles ou dangereux. Je crois que c'est Evin et Debré qui sont dans le coup, c'est ça ? C'est Evin et Debré. Il y a Debré très sûrement, je me souviens. Evin et Debré, je crois, oui. Ça n'arrive évidemment pas par hasard. Des médicaments sont inutiles, voire dangereux, etc. On est en plein dedans. On finira par nous dire que 50% des malades sont inutiles aussi. D'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple. Attali l'a écrit dans L'Homme nomade. On est tout près de Soleil Vert, là. On est près de Soleil Vert. Un remake bientôt. Alors, pendant que l'Allemagne embraye... je crois que les sages ont quand même mis... Enfin bon, c'est très anecdotique, mais ils ont mis quand même un plafond à 190 milliards. Oui, c'est ça.
Oui, bon, un plafond. Être renégocié, à Voilà. mon avis. Comme les interventions de la BCE pourront désormais se faire également sur certains marchés financiers, je crois sur le second marché. Mais avant que ça soit enclenché, bon, c'est pour l'anecdote, il faudra d'abord que les États fassent appel au fameux FESF, Fonds européen de stabilité financière, puis au MES qui est censé le remplacer. Et la BCE interviendra. La Banque Centrale Européenne. Voilà, la Banque Centrale Européenne interviendra en dernier lieu. En fait, elle est en train de se transformer petit à petit en Fed. Oui. C'est-à-dire qu'elle va racheter des créances toxiques, des obligations d'État irrefourgables. La BCE est en train de se transformer à ce qu'on appelle une bad bank. Ça va devenir une véritable poubelle à créances toxiques. Et En fait, ils sont même en train de se suicider finalement. Même leur système, ils sont en train de. Ils sont dans une phase d'autodestruction. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. C'est une d'ailleurs forme le, d'offensive c'est d'ailleurs tout le, de côté, même, hein. le côté positif. C'est C'est quand même- qu'effectivement le système moins que ne nous soyons touche pas dans de vraie une solution. phase d'autorégulation du Pascal, système. Pascal. Oui. Pierre, Oui. Non, je voulais juste te dire, c'est effectivement peut-être le côté positif, c'est que visiblement le système ne trouve pas en lui-même de vraies solutions autres que la fuite en avant. Alors ça, c'est dans un premier temps, on peut dire c'est le côté positif. Malheureusement, ça peut se terminer très mal. Regardons l'Amérique. Le New Deal n'avait pas marché, on le sait très bien. Par contre, il y a quelque chose qui a très bien marché pour sortir les États-Unis d'Amérique de la crise. En 1941, ça a été la guerre. Oui. Là, ça a très bien marché. La guerre était à notre horizon, ou alors est-ce une énième tentative d'autorégulation au bord du chaos? Parce qu'on surfe avec le chaos. Là, il n'y a pas de. de. Je ne pense pas qu'il y ait d'autorégulation. Il y a véritablement enfin, à mon sens, c'est une forme d'offensive tout de même. Pour essayer. C'est le dernier pillage. On sait très bien que la crise aussi est une forme de régulation presque naturelle de l'hypercapitalisme. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il va déplacer ses centres d'intérêt beaucoup plus à l'est. En Asie, c'est ce qui est déjà en train de se produire, et tel un essaim de grillons, qu'on appelle ça. Non, c'est pas des essaims, c'est des nuages de criquets, pardon. Ils vont aller dévorer d'autres peuples et d'autres civilisations. Ça, c'est très certain. Pendant que l'Allemagne vote, l'Espagne se casse la figure. Et le Portugal, dont on parle très peu, mais la cure d'austérité au Portugal est invraisemblable. J'ai regardé ça de près ces 2 jours derniers. C'est encore bien pire qu'en Italie et en Espagne. Mais on en parle moins. On a un quart de la population active au chômage, voilà, on en parle 25%. moins, puisque le pays est plus petit. Ouais. Mais nos amis portugais vivent une situation désastreuse, mais vraiment désastreuse, catastrophique. Encore pire que celle des Espagnols et des Italiens. Il n'y a que nos amis grecs qui sont dans une situation encore pire que celle des Portugais. Oui, avec les militaires dans la rue hier. Voilà. Quand même, c'est à noter. L'armée a manifesté contre les gels et des dernière étape salaires. avant de sortir les chars dans la rue. Voilà, les gels de salaire et les problèmes de versement de pension. Avec le fantôme de Papadopoulos Ça c'est déjà vu. De circule dans les rues d'Athènes. Là, c'était pacifique, mais en tenue. Donc, est-ce que ça augure d'une suite difficile ? On verra. nouveaux colonels. Pour revenir au Portugal, à l'Espagne, comment ça se traduit en fait très clairement quand on parle de cure drastique? C'est des coupes drastiques dans la santé, les systèmes sociaux, tous les filets sociaux, les gels de salaire, des hausses d'impôts, des remboursements qui ne se font plus, des allocations qui disparaissent. Voilà, c'est la destruction de ce qu'on appelait le compromis social-démocrate européen, fait d'État-providence et d'un compromis capital-travail qui était déjà très, très fortement mis à mal depuis une vingtaine d'années, et qui aujourd'hui est définitivement pulvérisé. C'est intéressant parce que c'est fait avec une rare violence et dans une apathie pourtant. Oui, d'une part, une forme d'apathie des peuples, les peuples, avec ou de résignation. Enfin, je pense que c'est plus de la résignation. Et donc là, c'est rapide et violent en fait. On a stratégie du choc pour reprendre le titre d'ouvrage de Naomi Klein. On sonne les peuples littéralement, on les asphyxie. Alors d'autres peuples sont sonnés, et là on passe à l'échelon international et voient leurs cieux s'assombrir. On va faire un petit point sur la Syrie, parce qu'il n'y a pas de panorama actu sans une approche de la situation internationale, et notamment sur ce qui apparaît très clairement maintenant comme un travail de sape qui est mis au jour de plus en plus clairement avec les camps d'entraînement en Turquie, les 5000 salafistes du Yémen qui seraient convoyés via la CIA, etc. Beaucoup de choses transpirent qui ne sont pas conspirationnistes ni délirantes, au contraire, et qui nous prouvent que l'épisode syrien a été construit sciemment. Le plus incroyable, c'est la position du duo Hollande-Fabius,
et la proposition de fournir de l'artillerie lourde et de la DCA dans des zones tampons. Voilà, là c'est vraiment invraisemblable. J'entendais William Ekdahl, qui est un géopolitologue très intéressant, qui disait que c'était une des choses les plus démentes qu'il ait vues depuis une trentaine d'années. Et pourtant, il en a vu beaucoup, William Ekdahl. Voilà, donc la France, une fois encore, se fait remarquer, mais de la pire des manières. Alors l'anecdote, un professeur de médecine, le chirurgien Bérès, qui est allé clandestinement opérer dans des hôpitaux, dans les zones de combat. Je crois qu'il était à Alep et à Syrie. Homs. Voilà, Il me semble qu'il était à Homs. Fait quand même état d'une croissance exponentielle des salafistes, des combattants Notamment Al-Qaïda. français. Et effectivement, il raconte qu'il a pu converser en français avec des blessés, qui sont nos chers chérubins, chance pour l'islam des banlieues, et qui effectivement envoyaient le pâté en Syrie et qui sont absolument pas là contre Bachar el-Assad. D'ailleurs, il lui disait qu'ils s'en fichaient éperdument. Ils étaient là pour le califat mondial. Peut-être l'honorable correspondant de la DCRI. Probablement. C'est jamais. Pour rappeler Avec les frères récente. Avec les frères Mera, on ne sait jamais. Exactement. Bon, toujours est-il que le système n'est pas tombé comme il le voulait, a priori, tout de même. Hein. L'État syrien reste en place. Le duo russo-chinois tient. Voilà. Et les rebelles, puisque je mets 42 guillemets de chaque côté, semblent quand même subir pas mal de défaites ces dernières semaines, de lourdes défaites. Et il faut d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait des 5000 Yéménites qui arrivent pour recharger un peu les accus. Je voudrais d'ailleurs renvoyer nos auditeurs vers une conférence très intéressante qui a été publiée aussi sur le site de la Fondation Polémia, une conférence qui a été animée par Alain Chouet, l'ex-directeur de la DGSE. Voilà, donc qui fait une sorte de synthèse très, très éclairante et très lumineuse sur les révolutions islamiques en cours, et en particulier le cas syrien. Et lui montre en fin de compte que nous sommes véritablement dans une guerre civile à mort, parce qu'il remet ça en perspective sur une certaine longue durée, et il a vécu en Syrie pendant un certain temps. Il dit que la guerre civile dure depuis 80. Et c'est bien sûr une histoire, on peut aussi la voir sous l'éclairage de la lutte entre les Alaouites et les Sunnites, sachant que cette minorité, cette petite secte schismatique du schisme, que sont les 10% d'Alaouites qui contrôle aujourd'hui tous les échelons du pouvoir depuis... Pas tout d'ailleurs. Pas tout, mais enfin, contrôle largement. C'était un peu la revanche de cette minorité qui a été longtemps persécutée par la majorité sunnite, en intégrant notamment les corps de l'État et l'armée en particulier, et qui s'est caractérisée par la prise de pouvoir d'Hafez el-Assad, le père de Bachar à la fin des années 60. Donc il dit que aussi c'est une lutte à mort qui se produit, que la guerre civile est loin d'être terminée, et que les Alaouites sont pratiquement acculés. Ils sont acculés, c'est une question de survie. Leur réduit est côtier au nord du Liban. Ils savent que c'est une question de survie pour eux. Que si la majorité sunnite, entraînée par les salafistes locaux, prennent le pouvoir, ils seront laminés. Oui, ce sera le même cas pour les chrétiens. Et les autres minorités, exactement. Oui, Pierre, juste avant Pierre. Oui, Comment analyser ça ? Il me semble qu'il y a une stratégie du nouvel ordre mondial depuis une quinzaine d'années, depuis que, après la chute de l'Union soviétique, effectivement, les États-Unis d'Amérique et tout le système inféodé aux États-Unis d'Amérique a pu prendre un peu de recul et précisément déterminer des objectifs. C'est fondamentalement la tribalisation du monde, ou la balkanisation du monde. Et, en tout cas, pour le Moyen-Orient, un redécoupage mais aussi pour l'Afrique. Mais aussi pour l'Afrique, avec par exemple la création du Sud-Soudan. Oui. Et dans effectivement cette stratégie, il y a une instrumentalisation de certaines fractions de l'islam. Les salafistes, c'est une fraction parmi d'autres, de façon à faire s'effondrer les États qui représentaient une certaine cohésion et une certaine identité historique. Oui, alors concorde. Les dernières reliquats ça a été du bassisme par l'Irak, qui était en fait un État en bonne santé, bien entendu, et d'ailleurs là une laïcité réussie, si je puis dire, sous Saddam Hussein. On sait très bien que les chrétiens n'avaient aucun problème sous Saddam Hussein. S'il y avait un début de problème, il les faisait protéger, il les protégeait. Et donc la Syrie, c'est pareil, c'était un
un État relativement stable. Et effectivement, il s'agit de casser ce compromis et de tribaliser la Syrie. Parce qu'effectivement, après, on a des micro-États, un peu comme le Kosovo, qui effectivement ne pèsent pas lourd par rapport aux grands groupes multinationaux. Dans les années 80, c'était même la thèse que défendaient certains faucons israéliens de d'émietter le Moyen-Orient de manière à préserver l'espace proche d'Israël. Bon, 82, là, je crois que là, Kivunim, non, je crois. On assiste quand même à une déferlante des radicaux musulmans plus qu'autre chose. Les takfiristes. Là, il y a des choses intéressantes en Tunisie, voilà, notamment. Qataris et Saoudiens sont derrière, sont à la manœuvre. Ah, mais ça, Choué ne le cache pas. Voilà, sont à la manœuvre. Le clairement. Qatar, surtout, en première ligne, et les Saoudiens derrière. De renverser Bachar. La formule des sunnites extrémistes qui sont dans ces zones-là, dans ces poches, des poches de rébellion ou de dissidents, je ne sais pas comment dire. Pour beaucoup, ce sont des mercenaires qui viennent de Somalie, d'autres qui viennent de Libye, ont une formule, d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le cercueil pour les Alaouites, le Liban pour les chrétiens. Donc, massacre des Alaouites et expulsion des chrétiens, voilà, vers le Liban. Oui, dans le meilleur des cas. En attendant qu'il se fasse le Liban. Voilà. Non, mais là, on est bien d'accord que là, de toute façon, on a des analyses qui se superposent. On a en interne à la Syrie ce conflit alaouite sunnite. On a sur l'espace régional des implications qui font que la Turquie ne peut pas être neutre, l'Iran non plus, Israël non plus. Et après, sur un plan de les monarchies qu'il ne faut pas oublier. Qatar, Arabie Saoudite, avec ses 30% de chiites aussi, qui est en train de réviser un peu. Pas le Bahreïn, c'est le Bahreïn qui a des problèmes avec les chiites. Voilà. Mais tu sais, il y en a aussi en Arabie Saoudite. Il y en a un peu moins. Mais et après, sur un plan géopolitique large, la volonté des États-Unis de redécouper le Moyen-Orient, quand même, et qui rentre en conflit avec la Chine et la Russie, qui n'ont pas du tout envie de ce découpage-là. Les Chinois, parce qu'ils ont les Ouïghours, dont il ne faut pas oublier qu'ils sont un peu énervés. Les Russes avec le Caucase. Et les Russes, bien évidemment, un pied dans le pétrole. Daghestan, Ingouchi et Tchétchénie. Poudrière et énergétiquement, ils ne peuvent pas s'en passer, de toute façon. C'est l'Égypte qui joue un rôle très étrange en ce moment. Morsi est un homme intelligent. Il doit avoir les mêmes qualités qu'un Erdogan en Turquie ou un Davutoglu. C'est d'ailleurs son modèle. Voilà. Il ne s'en cache pas du tout. Je ne le savais pas, mais tu vois, tu me le confirmes. Il ne s'en cache pas du tout. Tu me le confirmes. Il a pris rendez-vous, il a été voir les Chinois, je crois qu'il a vu Hu Jintao il y a très peu de temps. Il s'est rendu à la réunion du mouvement des non-alignés à Téhéran, mais il a condamné Bachar el-Assad et la Syrie, je ne sais pas si vous avez vu ça, disant que Bachar devait être renversé, mais il s'est quand même rendu en Iran au mouvement des non-alignés, donc il pratique une politique de la bascule. Oui, comme la politique ottomane de Davutoglu. Voilà, de Davutoglu. Et alors, ce qui est très il y a une anecdote assez amusante, c'est que donc, quand il a condamné la Syrie de Bachar, la télévision iranienne a remplacé le mot Syrie par le mot Bahreïn. Et les Iraniens ont prétexté une erreur de l'interprète. Oui, ça c'est toujours. C'est très très bon. Ça c'est vraiment très très bon. Et Morsi d'ailleurs est très embêté, même dans l'affaire du fameux film. C'est invraisemblable. Dont il faudra d'ailleurs gratter un peu qui a été diffusé. L'origine, parce que c'est très intéressant que ça intervienne maintenant. Qui a été diffusé par un copte. Ça pue la provocation. Par un copte vivant aux États-Unis, promu par le pasteur Terry Jones, qui avait déjà fait parler de lui, et dont les producteurs seraient une soixantaine de juifs américains, je crois. Ouais. Et Morsi était très embêté donc, dans cette affaire-là. Il a organisé des manifestations au Caire, Place Tahrir notamment, très encadrées, très légères, pour donner quand même des gages aux salafistes. Mais en fait, voilà, il est coincé dans ce qu'on appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Il est passé de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité, cet homme. Ouais, c'est très très intéressant. Il faudra qu'on suive cette affaire-là, notamment parce que je pense que les renseignements devraient un peu quand même germer sur l'origine de ce petit film que j'ai vu d'ailleurs en bonne partie, qui est minable. C'est vraiment une série Z. C'est ridicule. Largement. Grotesque. C'est grotesque. C'est vraiment... J'aurais tendance à dire que c'est de la
belle provo à l'ancienne. Quand même. Voilà. Voilà. C'est digne, gratuit. digne des caricatures, vous vous rappelez, du Jalen Poston, où le rédac-chef était proche de Daniel Pipes, je crois, un néoconservateur. Et là, c'est pareil, on retrouve de toute façon à peu près la même technique, sauf que là, c'est le pasteur Terry Jones, un copte et une 60aine de producteurs juifs, et on embrase une partie du Moyen-Orient, comme on avait réussi à embraser après les caricatures. Un ambassadeur américain se fait tuer en Libye, à Benghazi. Alors attends, justice immanente. Deux passages, il n'était là que pour la journée. Cui bono. Voilà. Cui bono. Bon, donc, je pense qu'il faut prendre un peu de recul pour essayer d'analyser ça. On laisse plusieurs points de suspension. Au Yémen également, il y a eu des mouvements. Oui. Partout. Au Liban, il y a un fast-food qui a été dans les musulmans incendié, je crois, détérioré. Dans les pays musulmans d'Asie également, même en Inde, ça a beaucoup bougé. Et tout ça se déroule au moment également où le pape Benoît XVI arrive pour un voyage au Liban. Et à Tripoli, il y a eu des incidents très durs. Il y a eu un mort au nord du Liban, dans les bastions. Tripoli d'ailleurs, qui est une zone de repli pour certains rebelles syriens. Oui, lorsque l'armée régulière de Bachar avance, il se replie sur Tripoli. Oui, c'est un bastion salafiste. Voilà, c'est un bastion salafiste. Effectivement. Bien, messieurs, on arrive sur les dernières minutes de l'émission. Juste un mot sur l'Iran. Voilà, on termine par l'Iran avant les quelques annonces culturelles. On commence d'ailleurs à reparler de l'Iran. Il y a quelques jours sur Arte, on avait encore le dessous des cartes qui remettait un petit peu l'accent sur l'Iran. Est-ce que c'est une zeitgeist un petit peu? Est-ce que c'est de moment le groupe 5+1 a condamné l'Iran pour le... Alors 5+1 pour nos auditeurs. Les 5 membres permanents, plus l'Allemagne, je crois, condamné donc via la IEA le site de Fordo, qui, vous savez, cette base enfouie sous une montagne. C'est toujours difficile de savoir, est-ce que c'est pour donner des gages, est-ce que c'est une façon de calmer les choses, ou est-ce qu'au contraire c'est une façon d'accélérer le désastre et la catastrophe? C'est toujours difficile à savoir. Netanyahou y est encore allé de ses petites phrases assassines et de ses déclarations à l'emporte-pièce, soutenu par Ehud Barak. Tout le monde ne suit pas sur l'Iran. Tout le monde ne suit pas, alors c'est justement de ça. moins en moins même. Voilà, alors le général Dempsey, qui est quand même président du comité des chefs d'état-major. Oui, on en a parlé en micro. On en a parlé au micro, a employé l'expression « je ne me ferai jamais complice », il a employé l'expression « complice » d'une attaque contre l'Iran. Donc qui dit complice dit crime. Une lutte entre faucons israéliens et opposants à ce type. Alors c'est un souhait très profond. J'espère qu'en fait l'État profond US est en train de lâcher Israël. C'est ce que comme beaucoup de gens ici, je pense. C'est d'ailleurs ce qui suinte de l'environnement Romney d'ailleurs. Voilà. Avec ce retour à la America First, etc. Ce qui pourrait rendre les faucons israéliens plus dangereux. Voilà. Et tenter d'une fuite en avant. Et rappelez-vous l'oubli à la Convention démocrate à Charlotte de Jérusalem, capitale d'Israël. C'était tout sauf un oubli, évidemment. Oui, c'était parfaitement voulu. Donc je pense qu'il y a une partie de l'establishment US, de l'État profond, qui est en train de vouloir accélérer le décrochage avec Israël. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut espérer. On sait qu'un Zbigniew Brzezinski s'inscrit dans cette perspective depuis longtemps d'ailleurs. C'est ce qu'un Brzezinski veut. Et justement, certaines personnes très intelligentes en Israël l'ont bien compris, comme Merdagan du Mossad ou Dishkin du Shin Bet, qui surtout disent « n'y allons pas, n'attaquons pas, nous allons nous froisser et briser notre relation privilégiée avec les États-Unis ». Ils ont bien compris les mises en garde de Dempsey, par exemple. À voir. Là aussi, à voir. À suivre. Nous ne manquerons pas d'y revenir dans les prochains panoramas actuels avec vous, si vous le voulez. Mon cher Pascal, quelques petites annonces culturelles avant de clore l'émission. Toujours un peu de culture pour égayer Allez, top cette chrono, actualité. il reste 4 minutes. 4 minutes. Alors, je voudrais signaler, ça a été fait sur le blog, mais bon, il n'est jamais inutile pour y revenir, dans le dernier numéro de Terre et Peuple Magazine. Qui vient compléter notre débat. Qui vient vraiment compléter notre débat. Excellent numéro, très porté sur le social et l'économie, donc qui titre « Le capital attaque ». Avec des articles divers qui ont été rédigés notamment largement par notre ami Roberto Fiorini, avec toujours les rubriques habituelles de Pierre Vial, avec aussi une très bonne étude sur les relations de Vladimir Poutine avec ses oligarques, une rétrospective un petit peu de la manière dont Poutine a remis au pas certains oligarques, en tout cas. On a découvert que les Pussy Riots avaient été poussés par Berezovsky, qui est en exil à Londres aujourd'hui et qui est un agent bien connu du MI6. Oui, bon, peut-être ça...
c'est fort possible, mais même sans aller jusque-là, bon, on sait très bien quels sont un petit peu les effets, quelle a été un petit peu la polémique autour de tout ça. Donc là, c'est un numéro remarquable, avec toujours les mêmes rubriques, les recensions habituelles, mais en tout cas un dossier que nous recommandons fortement à nos camarades et qui vient relayer les études aussi consacrées à la question dans la revue Rébellion. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui est issu d'une saga de science-fiction, une saga uchronique, écrite par un Britannique qui s'appelle David Wingrove, qui s'appelait Chunko, et qui décrivait un monde dominé par la Chine, un monde futuriste dominé par la Chine. C'est une saga fleuve, un petit peu dans l'esprit de Dune ou de Fondation d'Isaac Asimov. Et là, un nouveau volume est sorti, qui est une sorte de préquel, où on décrit un Royaume-Uni plongé dans la crise systémique qui se prolonge de manière paroxystique par un éclatement de la société sociale, et avec les Chinois qui sont en embuscade. Et on décrit un peu la genèse de cette domination planétaire d'une Chine, d'un empire chinois. Chunko, rappelons que c'est la traduction de l'Empire du Milieu, qui va se déployer face aux autres peuples, totalement laminés par la fuite en avant suicidaire qui est la leur et que nous vivons d'une certaine manière. Donc c'est vraiment une saga culte, une saga fleuve que je recommande largement à nos auditeurs. Donc elle est écrite par David Wingrove. Le volume est intitulé Fils du ciel. C'est la saga Chunko aux éditions de l'Atalante. Jongo étant orthographié selon l'orthographe pinyin Jonguo. Bon, moi je prononce à l'ancienne. Voilà. Donc Fils du ciel de David Wingrove chez l'Atalante. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Je signale avant de refermer cette émission que l'association La 11e heure sur Rouen invite à une conférence publique en présence de Maître Trémollet de Villers, et de la Berriou, à une conférence qui porte sur Sainte Jeanne d'Arc, combat d'hier et d'aujourd'hui, pour le 600e anniversaire de sa naissance. C'est le 29 septembre à 18h à la Maison des Associations, 11 avenue Pasteur à Rouen. J'avais promis de passer cette annonce, c'est fait. Chers auditeurs, merci. Chers amis, merci de votre venue à ce micro. Merci. Vous étiez sur Méridien Zéro pour ce panorama actu intitulé Septembre Noir. Le lieutenant Sturm à la barre. Je vous souhaite Octobre Rouge. Et peut-être le Octobre prochain. Rouge. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite, Pascal, une excellente soirée. Merci, lieutenant. Et à l'abordage et pas de quartier.